Rebonjour à tout le monde. Nous sommes donc pour finir cette matinée sur une table ronde là où on va essayer de parler de comment concrètement on met en œuvre les rénovations énergétiques dont on a parlé au début de cette matinée. En se focalisant sur les logements collectifs ici, si je ne me trompe pas, avec quatre intervenants, intervenantes de qualité, comme d'habitude. Gaël Bogoto, responsable du pôle habitat collectif de l'ALEC. Julie Allerme, responsable des services conduite de projet à Solia. Didier Monod, qui représente les bailleurs sociaux de l'Absise. Et David Albert Billiot, directeur du foncier et de l'habitat à Grenoble-Alpes Métropole. Non. Direction, pardon, direction, excuse-moi, je t'ai promu tout à coup. Direction, tu es dans la... Pardon, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, pas de putsch, pas de règlement de compte, voilà, direction, pardon, direction. Absolument. Donc on va essayer de voir comment est-ce que dans des immeubles collectifs, soit dans des copros privés, soit dans des immeubles HLM, on peut lancer ces travaux de rénovation et donc concrètement tous les obstacles qu'on a vus, comment on fait pour essayer de les surmonter. Il y en a plusieurs, hein. Il y a la question du financement, évidemment, ça a été dit, c'est quand même un peu souvent le nerf de la guerre. Comment est-ce que dans des copros, des copropriétaires qui ont des ressources très différentes, une trésorerie différente, on peut les engager tous, en tout cas avoir une majorité qui vote des travaux et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse sociale et que tout le monde puisse les payer sans trop d'impayés. Quelles aides mobiliser? Il y a des aides nationales, il y a des aides locales pour combler les trous parfois et les restes à charge trop importants. Comment est-ce qu'on fait aussi pour essayer d'aller sur des travaux les plus ambitieux possibles, mais c'est le plus compliqué parce que ça coûte plus cher, parce que ça mobilise plus de temps, plus d'expertise. Et donc il y a toujours un débat en général dans la rénovation énergétique sur le curseur, où est-ce qu'on le met. Le plus simple évidemment c'est de faire des petits travaux, on change les fenêtres mais c'est pas grand-chose à l'arrivée. Et après le plus ambitieux c'est, sur le papier, c'est le plus vertueux, c'est de faire de la rénovation BBC, bâtiment basse consommation. Ça coûte extrêmement cher, parfois il faut faire des travaux en faisant partir momentanément les habitants, donc c'est très compliqué. Donc entre ces deux extrêmes, on va dire, où est-ce qu'on met le curseur pour que ce soit réaliste, que ça se fasse, quoi. Il vaut quand même mieux des travaux pas complètement idéaux, parfaits, mais qui ont lieu, plutôt que des travaux parfaits qui n'ont pas lieu. Donc il y a un débat, je pense, qui nous traverse un peu tous sur ces questions-là. La question de l'accompagnement, au-delà du montant des aides, c'est comment est-ce qu'on aide, notamment dans les copropriétés, mais les bailleurs sociaux ont parfois aussi besoin d'accompagnement, mais surtout dans les copros, qui sont des acteurs individuels, privés, qui sont souvent des petits copropriétaires au sens, c'est pas des entreprises, des banques, etc. C'est des gens qui ont soit leur logement plus un ou deux, et donc qui ont d'autres parfois chats à fouetter que de se lancer dans la rénovation. Et puis il faut se mettre d'accord entre copropriétaires sur ce sujet-là. Donc il y a la question de la gouvernance, qui vote, comment est-ce qu'on peut inciter des leaders énergétiques dans les copropriétés à se lancer et à entraîner les autres en toute connaissance de cause quand même. La question des conséquences des normes, des obligations qui vont entrer en vigueur petit à petit, et donc comment ça change aussi la dynamique au sein des copropriétés. Et puis il y a la question très matérielle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de faire des travaux, est-ce qu'on arrive à trouver des entrepreneurs, du BTP, des artisans qui le fassent bien, rapidement, avec des devis acceptables. Et on est dans une période où les devis, ils n'ont pas une durée de vie très importante, et donc ça crée une temporalité qui est assez fluctuante, assez évanescente, et il faut se dépêcher. Mais du coup ça peut parfois compliquer des projets qui prennent beaucoup de temps à se définir, et en fait le temps qui sont décidés, l'environnement a changé, les entreprises sont pas forcément là, les matériaux sont pas forcément disponibles. Donc il y a toutes ces questions-là qu'on va essayer d'aborder en deux temps. D'abord sur la question des copros, puis ensuite sur la question des bailleurs sociaux, du logement social, parce que évidemment c'est deux écosystèmes très différents, même si c'est toujours la même rénovation énergétique. Et donc peut-être que pour commencer, on a pas mal de slides à vous montrer. On va commencer avec l'ALEC pour voir comment ça se passe. Vous me disiez qu'il y avait une demande forte ces derniers temps quand même pour mobiliser l'ALEC, parce que c'est un sujet qui monte beaucoup dans l'opinion, les normes arrivent, etc. pour les bailleurs. Donc comment on fait pour répondre à ces attentes importantes de la part de la population? Bonjour à tous. Alors c'est parti. Alors je voulais juste dire que les diapos que vous allez voir, pour celles et ceux qui ont assisté au webinaire du 15 novembre, vous allez en retrouver pas mal. Mais c'est important de les montrer pour poser le décor.
Et puis le format de table ronde aujourd'hui permet quand même d'avoir beaucoup plus d'échanges. Donc n'hésitez pas à nous challenger, à nous poser des questions. Voilà. Souvent dans les présentations, on fait beaucoup de blabla, puis à la fin, tout à la fin, on vous montre des photos de quels sont les résultats. Moi, j'ai préféré mettre les résultats au début, comme ça plante un peu le décor. Et on voit vraiment, c'est quoi Murmure? Murmure, c'est des rénovations. On part de bâtiments, souvent des années après-guerre, 1945-1975, les 30 Glorieuses, donc les bâtiments les plus énergivores, les fameuses passoires. Et on les rénove pour les rendre plus jolis et plus performants, mieux isolés. Donc je vous montre ici quelques exemples. Là, on a une photo intéressante prise par une Google Car qui est passée pile au moment où l'échafaudage était démonté à droite, avant qu'il soit remonté à gauche. Voilà, une copropriété en chauffage collectif, une 50aine de logements. Mais aussi des immeubles plus modestes, plus petits, de 12 appartements dans le centre-ville de Grenoble. Voilà pour les photos. Ça a été dit en préambule, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais Murmure, c'est une campagne qui a plus de 10 ans et qui a eu à chaque fois pas mal de succès et qui a été reconduit par la métropole, donc de 2010 à 2014, puis 2016 à 2021 avec Murmure 2, et le numéro a finalement été supprimé pour justement signifier que Murmure est un dispositif qui s'étend maintenant dans la durée et qui n'a pas vocation à s'arrêter, tout du moins dans son volet accompagnement. Voilà. Et ça c'est quand même très important, et ça fait le contraste avec parfois les politiques nationales qui sont un peu stop and go, en tout cas qui changent très souvent. Voilà, l'idée c'est d'apporter au moins localement une stabilité dans le temps. Ici, c'est une petite carte pour montrer le foisonnement du coup, de toutes ces copropriétés qui ont été accompagnées depuis 10 ans. Il y a différentes couleurs qui indiquent les différentes périodes de construction, les différents modes de chauffage, individuels ou collectifs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a, déjà on voit le foisonnement, et surtout on voit que toutes les communes de la métropole sont touchées. Pas uniquement la ville-centre, Grenoble, mais voilà, on a vraiment toutes les villes du bassin grenoblois. Et c'est déjà à toi, David Albert. Merci. Avant d'entamer mon propos et de passer un peu les diapos, juste un petit rappel pour nuancer le propos. Alors c'est peut-être une évidence, mais de dire que l'objet l'objet auquel on s'intéresse principalement, la copropriété, c'est pas un objet qui est totalement monolithique. C'est-à-dire qu'elle est composée d'un certain nombre de personnes qui ont toutes des capacités différentes. Au sein des copropriétés, il y a des gens qui ont des revenus aisés, il y a des gens qui ont des revenus modestes, très modestes. Et en fait, il faut les embarquer vers la décision de travaux. Et ça exige de s'adapter vraiment de manière continue. On a des opérateurs là qui vont présenter ensuite la façon dont ils procèdent. Mais ça oblige vraiment d'être souple, d'être agile, d'adapter les mécanismes qu'on a mis en place au niveau de la métropole pour faire en sorte qu'au cas par cas, on puisse arracher les prises de décision. Donc ça, c'est quelque chose qui peut sembler évident, on l'a redit un certain nombre de fois, mais voilà, c'est pas un objet monolithique la copropriété, c'est un objet fluctuant qui est différent d'une copropriété à l'autre et qui exige, quand on parle de politique publique, d'adapter les choses en continu et au contexte. Quelques rappels par rapport aux enjeux liés à Murmure pour la métropole. Dès le départ, en fait, c'est une politique publique qui a été pensée pour répondre à des enjeux multiples, pas simplement la question de la précarité énergétique. Mais il y a un travail qui a été fait pour faire en sorte qu'on soit au maximum de l'ambition en termes de rénovation énergétique. C'est un dispositif, et on en est assez fiers, qui est fondé sur un référentiel technique, travaux, qui détermine poste par poste quel est le niveau d'exigence en termes de résistance thermique qui doit être mis en œuvre par les maîtres d'œuvre dans les copropriétés. Et on a un peu abandonné cette mécanique, mais aussi on avait des bouquets de travaux, donc on disait votre opération sera financée si vous faites tel ou tel poste de travaux. Donc on déterminait à l'avance de manière assez standardisée quels étaient les objectifs à atteindre en termes de programme de travaux. C'était un dispositif aussi qui exigeait de répondre à la massification. Donc pour pouvoir y répondre, on a mis quelque chose qu'on appelle nous dans notre jargon un parcours de service,
ou un parcours usager qui est très standardisé avec des étapes, c'est assez normé, mais l'idée c'est de pouvoir embarquer un plus grand nombre vers la rénovation et donc d'apporter des réponses. Alors c'est pour ça que je voulais introduire une nuance au début de mon propos, c'est que certes on a des choses très standardisées, mais en même temps ça exige une forme de souplesse et d'adaptation en continu. Il y avait un objectif de développement des filières locales. Là aussi, on met beaucoup d'aides publiques sur la table et on souhaite avant tout que ça puisse bénéficier aux entreprises locales. On sait que les emplois pour la rénovation, ce sont des emplois locaux et on a coutume de dire que chaque million d'euros investi en termes de finances publiques dans les copropriétés, c'est des emplois qui sont soit maintenus, soit créés au niveau local, et c'est un objectif politique qui était également très important. Et pour finir, bien évidemment, c'est l'enjeu de lutte contre la précarité énergétique, et ça, on y répond en ayant des aides individuelles renforcées, et on verra ensuite comment elles sont mises en place pour les propriétaires occupants les plus modestes, qui se cumulent avec des aides collectives pour tous, quel que soit le statut. Donc on aide mieux les modestes, très modestes, propriétaires occupants, mais on aide également tout le monde, un peu moins, propriétaires occupants hors plafond, classe moyenne ou bien propriétaires bailleurs. En termes de réponse pour pouvoir atteindre ces objectifs, on agit sur deux volets. Bien évidemment, l'ingénierie d'accompagnement. Et là, l'ALEC qui est là pour apporter son expertise technique, qui est tiers de confiance, qui aide à la décision les copropriétaires. Et Solia, qui est plus dans une expertise en termes d'ingénierie financière, une ingénierie sociale, qui est là pour solvabiliser au mieux les propriétaires et faire un travail d'inclusion. Parce que l'idée, c'est vraiment faire en sorte que tout le monde soit partie prenante de manière active à la prise de décision dans les copropriétés, et ce, quel que soit le revenu. Et Solia, je l'ai un peu appelé l'opérateur couteau suisse, parce que au-delà des aides nationales et des aides locales, ils vont chercher des aides qui sont des aides des caisses de retraite. Ils font un travail aussi d'orientation vers les CCAS. Ils mobilisent des fonds de la Fondation Abbé Pierre. Donc ils ont vraiment une vocation un peu multicarte et, encore une fois, de souplesse et d'adaptation aux cas de figure présentés par le profil des copropriétaires. Donc ça, c'est pour l'ingénierie d'accompagnement. Et au niveau des aides à la rénovation, l'idée, c'est de mettre en place des aides individuelles renforcées par la métropole pour... On réfléchit en reste à charge, donc ce qui reste à payer une fois qu'on a déduit les aides publiques, des restes à charge qui soient adaptés aux capacités des ménages. On le verra ensuite dans la présentation, comment ces aides renforcées agissent sur les restes à charge des propriétaires. On a également été chercher un certain nombre de communes de l'agglomération, donc principalement les communes urbaines, là où on retrouve le plus de copropriétés. Donc toutes participent au tour de table financier, en venant apporter un complément d'aide à celle de la métropole. Donc ça améliore encore la solvabilisation et puis c'est un signal politique important pour les élus des communes de dire nous aussi on contribue, on fait en sorte que vous puissiez prendre des décisions plus facilement. C'est un réel effet accélérateur, d'autant qu'il y a des communes, suivant leur sociologie, elles aident aussi des catégories un peu plus aisées, donc ce qu'on appelle les classes moyennes. Donc on a modeste, très modeste, et puis des classes moyennes, c'est des revenus un peu supérieurs. Donc on incite aussi les communes à aller vers ce type de financement parce que ça permet d'avoir des interventions publiques un peu plus lissées et gommer un peu les effets de seuil. Et puis, dernier élément en termes de financement, il y a beaucoup d'actions sur la trésorerie des copropriétés. L'idée étant de limiter les appels de fonds qui portent sur les copropriétaires. Et dans ce cadre-là, on a déployé un partenariat avec Procivis qui fait l'avance des aides de l'État dans une certaine mesure, donc ce qui permet dès le démarrage des travaux de limiter les appels de fonds qui pèsent sur les propriétaires et principalement bien évidemment les plus modestes. Solia aussi intervient pour accompagner sur des prêts collectifs. On mobilise au maximum sur les aides de la métropole et des communes des avances dès le démarrage des chantiers. Donc on verse 70% de nos aides dès le démarrage du chantier, donc c'est conséquent. Là encore, c'est pour renforcer la trésorerie. Et là aussi, il y a un travail fait sur tout le suivi de chantier pour mobiliser les acomptes à chaque fois que c'est possible, quand les financeurs le permettent, pour faire en sorte, là aussi, que la trésorerie porte moins sur les gens, mais aussi sur les entreprises, parce que c'est un peu le risque aussi si la copro est en retard sur ses paiements. Juste une dernière slide avant de passer la parole à Gaël. C'est une présentation, alors c'est un peu fouillis, mais c'était l'idée de vous montrer quelle est la place
de ce dispositif Murmure au sein de la métropole, là, sur l'action efficacité et sobriété énergétique. En réalité, Murmure, là on va parler exclusivement des copropriétés, mais on intervient aussi sur les maisons individuelles et sur le parc social. Et en fait, ces 3 actions, maisons individuelles, copro, parc social, c'est 86% des objectifs de la politique efficacité et sobriété énergétique. Donc c'est vraiment une politique qui est portée politiquement, qui est au cœur des objectifs en termes d'efficacité et de réduction des consommations énergétiques sur le territoire. Donc c'est quelque chose qui est important, enfin, en tout cas en tant que chargé de mission pour nous, d'avoir ce portage politique fort, jamais démenti depuis 2010. C'est relativement confortable et on sait que c'est des choses qui vont être renforcées. Il y a eu la convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu au niveau métropolitain et qui, avec un certain nombre de propositions, d'actions qui vont vers le renforcement de cette politique. Donc c'est quelque chose qui, si tout va bien, continuera à perdurer encore longtemps. Je reprends la main pour raconter un peu l'histoire de la copropriété et de son parcours d'accompagnement dans Murmure. Donc il y a effectivement le binôme qui a été présenté, ALEC plus Solia. Et ce parcours d'accompagnement, en fait, il est balisé par minimum 2 assemblées générales très importantes. La première assemblée générale de copropriété qui est de voter une maîtrise d'œuvre. Et la dernière assemblée générale, un peu couperée, qui est celle de vote des travaux. Il peut y en avoir d'autres, par exemple pour voter un audit énergétique, s'il y en a besoin, ou pour voter une intermédiaire entre la maîtrise d'œuvre et le vote des travaux, pour voter un avant-projet, etc. Tout ça pour dire que c'est un temps long, qui peut prendre 2 ans et demi vraiment au plus court, et 3 ans, enfin plutôt 3 à 5 ans en fait, on va dire, avant le vote des travaux, voire plus si on parle de la dernière étape qui est le suivi de pose de travaux. Donc dans la répartition des rôles, l'ALEC est en premier lieu là pour mobiliser la copropriété, faire un état des lieux de la copropriété, voir les travaux qu'il est nécessaire de réaliser, informer les copropriétaires sur ce qui les attend, la nécessité de voter un maître d'œuvre. Une fois que le maître d'œuvre a été voté, on est aussi garant, nous l'ALEC, de le respect des normes imposées par Murmure, le fameux référentiel technique, puisque comme il y a des aides publiques importantes, elles sont adossées à des travaux qui sont assez ambitieux, qui visent le BBC par étape. Je ne sais pas si au niveau des micros. Ça y est. C'est bon. Donc on va être garant de veiller à ce que le maître d'œuvre, l'équipe de maîtrise d'œuvre respecte le référentiel technique de Murmure. Et lorsque ce maître d'œuvre aura consulté des entreprises, que la copropriété aura obtenu des devis, donc avec des coûts réels pour la copropriété, Solia rentre en jeu pour une partie très importante qui est l'information des copropriétaires sur ce qu'ils vont devoir payer et quelles aides ils vont pouvoir aller chercher et obtenir pour financer ces travaux. Donc il y a un gros travail en amont qui est d'information de la copropriété à travers une réunion publique qui explique quel est le programme de travaux, quels vont être les coûts et quelles vont être les aides mobilisables en fonction de la taille des logements et des ressources des ménages, avec un accompagnement individuel ensuite. Chaque ménage peut bénéficier d'un accompagnement de Solia pour sa propre situation personnelle. Le but de tout ça étant que les copropriétaires arrivent le jour de l'Assemblée générale de vote de travaux en sachant exactement combien ça va lui coûter, combien il va devoir payer, combien il va pouvoir avoir d'aide, pour que ce jour de l'Assemblée générale, il y ait moins possible de débat, qu'on vote en toute connaissance de cause. Voilà, ça c'est très très important. Si les travaux sont votés, Solia joue aussi un rôle primordial en lien avec le syndic et les pouvoirs publics, c'est la demande de subvention et le montage des dossiers pour chaque personne. Et nous, l'ALEC, on revient en fin de travaux, justement pour travailler sur ce qui a été un peu évoqué dans les questions tout à l'heure, sur le fameux effet rebond, s'assurer que le chauffage est bien réglé, parce qu'en fait, on a un nouveau bâtiment qui n'a plus rien à voir avec le précédent, qui est bien isolé, et il faut, si on fait rien au niveau de la chaufferie, on dérive, et on a 24, 25 dans les logements, donc c'est super confortable, mais c'est pas le but recherché, quoi.
Voilà, donc on propose cet accompagnement à la fois, donc ça je parle des chauffages collectifs quand on agit sur le chauffage, mais on remet aussi un petit livret post-travaux avec des recommandations sur la façon d'utiliser son chauffage, l'eau, l'électricité, parce qu'on élargit un petit peu le spectre voilà, des usages de nos logements, quoi. Et avant de passer la parole, tu disais, vous visez le BBC par étapes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors, BBC par étapes, ça veut dire que on impose des bouquets de travaux qui sont principalement l'isolation des façades. Murmure, ça ne s'appelle pas murmure pour rien. C'est-à-dire que voilà, atteindre 35% de gains énergétiques, ça peut être facile en isolant des petits bouts de la copropriété, en travaillant, en changeant une vieille chaudière par une chaudière à condensation. On peut atteindre 35%. C'est pas du tout le but de Murmure. Murmure, ça a toujours été, et ça le restera, un fil rouge qui est l'isolation des façades. Et donc, quand on parle de rénovation BBC compatible, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à atteindre le niveau BBC, qui est très difficile à atteindre dans certains cas, mais que les travaux qui soient réalisés soient au maximum du potentiel de ce que peut faire la copropriété. Voilà, c'est vraiment la recherche du maximum de potentiel, ne pas tuer le gisement. Voilà, parce qu'en fait, le BBC, c'est une valeur qui a été fixée arbitrairement. Chez nous, à Grenoble, c'est 96 kWh par mètre carré par an. Dès lors qu'on a des cumulus électriques dans les logements, on ne l'atteint pas. Et c'est pas faute d'avoir fait des super travaux sur l'enveloppe. Donc voilà, le BBC, c'est bien, c'est une mire, un objectif. Mais si on est à 102, on est très bon parce qu'on a super bien isolé son bâtiment, on est allé au maximum du potentiel. Voilà, quelques résultats. Donc Murmure 2 qui s'est terminé l'année dernière, c'est 516 logements copropriétés qui ont été accompagnés, 120 copropriétés qui ont été rénovées. Alors l'écart est très grand, mais parce qu'il y a beaucoup de copropriétés qui sont toujours en cours d'accompagnement et qui s'ajoutent chaque année. Ça représente à peu près 5000 logements rénovés. Et donc l'efficacité de l'accompagnement entre une copropriété qui s'inscrit dans Murmure et une copropriété qui vote à la fin, c'est 50% de réussite. Je précise une chose, c'est que pour les copropriétés qui vont jusqu'au bout de l'accompagnement que j'ai présenté dans la diapo d'avant, c'est-à-dire qu'ils font la totalité du parcours, qui vont jusqu'au vote d'Assemblée Générale, on est plutôt à 75%, ce qui est très très bon, enfin ce qui est relativement bon. Ce qui est très très bon si on regarde ailleurs en France. Ce qui veut dire qu'il y a c'est quoi la différence entre ces 50% et les 75%? C'est des copropriétés qui abandonnent en cours de route pour X raisons. Un syndic pas motivé, un conseil syndical qui se divise et qui dit finalement on n'y va pas. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une copropriété abandonne en cours de route et c'est dommage, on essaie de l'éviter. Pour celles qui vont au bout, on est plutôt à 75%. Et ce qui est important aussi de noter, c'est 7% seulement d'échecs non rattrapables. Pour nous, le gros échec, c'est une copropriété qui à la fin vote un ravalement simple, un ravalement en peinture, parce que du coup, ils vont repartir pour 25-30 ans avec une façade qui n'est pas isolée. Ça, pour nous, c'est un échec. Une copropriété qui décide de ne rien voter, et on a un exemple dans cette salle, c'est pas grave, peut-être que l'année prochaine, elle peut remettre le sujet sur la table, on refera un petit peu de mobilisation, et in fine, elle peut arriver à voter, même avec des très bons résultats. Voilà un graphe très parlant qui montre le nombre d'inscriptions à Murmure depuis 2015. En fait, on est en octobre 2022 avec 160 inscriptions à peu près. Donc l'année n'est pas finie, on risque d'atteindre les 170, 180. Donc on voit bien qu'il y a une très très forte demande liée à tout le contexte qu'on connaît, le message politique, le message des médias, la crise énergétique. Ce qui change beaucoup aussi, c'est le type de copropriété qui s'inscrivent. Le cœur de cible de Murmure a pendant longtemps été les copros des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, c'est un service public ouvert à tous et on voit de plus en plus de petites copropriétés de centre-ville ou périurbaines de moins de 20 logements qui s'inscrivent. C'est une vraie question parce que c'est pas tout à fait les mêmes façons de les traiter. Et c'est un peu compliqué. Et du coup, là, on va travailler dès janvier sur l'accompagnement de ces petites copropriétés pour voir qu'est-ce qu'on pourrait adapter pour elles, quoi. Et juste là, tu dis c'est des copros qui s'inscrivent, c'est elles qui viennent vers vous ou est-ce que vous allez les chercher, les repérer d'une manière ou d'une autre?
Pour l'instant, on fait très peu de ciblage, de communication intensive. Il y a quelques articles qui paraissent dans le Métro Mag, mais la métro n'a pas mis beaucoup d'argent, en tout cas sur la cible copropriété, parce qu'il y a un besoin. Et la plupart, en fait, ce sont des copropriétés qui ont besoin de travaux. C'est vraiment le point de départ, c'est ça. Et on a de plus en plus, notamment, des copropriétés des années 80-90, qui aujourd'hui ont 30 ans, et qui tapent à la porte en disant ben, voilà, on a un bâtiment isolé, pas très bien, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc c'est aussi des nouveaux profils. Donc on va passer à la partie subvention et aide. Du coup, voilà, je prends la main. Donc aujourd'hui, ce dispositif, il permet de bénéficier de subventions. Alors de subventions, on va dire nationales, qui existent. Donc on en a parlé un petit peu avant, mais c'est le dispositif MaPrimeRénov' copropriété aujourd'hui, qui permet de financer les copropriétés. Ce dispositif, il est soumis à une obligation de gain. Donc on doit justifier par un calcul théorique un gain énergétique d'au moins 35%, qui permet effectivement d'aller chercher cette prime rénov', qui est une aide collective à l'ensemble des ménages, qui est plafonnée à 3 750 € par logement aujourd'hui, et un complément de prime pour les modestes et très modestes de 750 et 1 500 €. Donc ça, c'est le dispositif aujourd'hui national qui existe au niveau du financement des copropriétés. C'est le seul. C'est-à-dire que si on n'a pas 35% de gains énergétiques aujourd'hui, il n'y a pas possibilité de financer des travaux de partie commune. Donc ça, c'est un premier constat qui est un petit peu inquiétant aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est pas toujours simple d'arriver à faire 35%, pour plusieurs raisons. On peut avoir plusieurs cas de figure, des petites copropriétés de centre-ville où on peut pas forcément faire d'isolation par l'extérieur, où c'est pas forcément évident, et où du coup, d'avoir un gain énergétique, c'est compliqué. Mais ça peut aussi être des copropriétés qui ont déjà fait des travaux, qui ont déjà rénové leur toiture, qui l'ont isolée, et qui du coup, aujourd'hui, se retrouvent un peu lésées parce que finalement, elles ont fait des choses, et où du coup, réussir à avoir 35%, bah, c'est pas évident en faisant que la façade. Donc voilà, c'est un premier constat au niveau financier que je me permets aujourd'hui. On a un dispositif national de financement qui reste quand même limité au niveau des copropriétés et qui ne finance pas l'intégralité. Et qui, d'autre part, au niveau des ménages les plus précaires, n'est pas forcément important. On le voit, on a une prime pour les très modestes de 1 500 € complémentaires. C'est-à-dire que par rapport à un propriétaire bailleur ou à un propriétaire occupant hors plafond, le plus qui est donné, c'est 1 500 €. Quand on parle de quote-part, on va le voir après, qui sont souvent à 20 000 € au départ. Voilà, on voit effectivement que cet impact-là n'est pas suffisant en termes d'appui pour ces ménages-là. D'où l'importance de dispositifs comme Murmure, vraiment, qui, eux, vont venir compléter ces aides-là avec des aides complémentaires pour ces ménages-là. Je suis passée un peu rapidement, il y a des bonus également qui sont mobilisables pour les copros qu'on appelle fragiles. Alors là, c'est pareil, on peut discuter effectivement de ces bonus-là qui sont attribués à des copropriétés qui ont des problématiques d'impayés. Bon, ça pose la question de se dire, est-ce que des copropriétés qui ont des problématiques d'impayés doivent se lancer dans des gros travaux de rénovation énergétique? Bon, voilà, c'est une autre ouverture. Il y a effectivement des bonus aussi pour les sorties de passoires, pour FG de 500 €, qui sont là aussi toujours des aides collectives, qui sont des aides données à l'ensemble de la copropriété. Alors, qui sont des aides importantes, vraiment. C'est-à-dire que les aides collectives aujourd'hui, elles sont essentielles dans la prise de décision. C'est ce qui permet effectivement, on l'a dit, une copropriété, c'est un ensemble d'acteurs différents qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, pas tous les mêmes ressources. Donc c'est important effectivement d'avoir une mobilisation et un appui collectif. Néanmoins, on a des ménages effectivement fragiles dans ces copropriétés-là qui ont des restes à charge qui peuvent être très élevés et qui peuvent les mettre en difficulté. Donc c'est important aussi d'avoir ces aides individuelles qu'apporte aujourd'hui dans le cadre de Murmure la métropole. Qui sont des aides, on va le voir après par un exemple assez importante, et qui nous permettent d'accompagner la totalité des ménages et d'avoir des plans de financement qui restent quand même aujourd'hui acceptables sur les copropriétés de Murmure, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres copropriétés, sur d'autres secteurs où on n'a pas ces aides individuelles complémentaires. Et puis la grosse plus-value aussi, je viens de le dire, faire 35% en copropriété, c'est pas forcément toujours évident. On n'y arrive pas forcément toujours. On parlait des copropriétés des années 80, mais parfois elles sont partiellement isolées, donc faire un gain de 35%, c'est pas si simple. Du coup, pour quand même permettre d'aller
aider quand même des copropriétés qui iraient quand même vers des travaux importants et qui iraient vers ce qu'on a appelé qui tendraient vers le BBC. La métropole a décidé de mettre également un soutien à ces copropriétés qui n'arrivent pas à faire le gain de 35%, mais qui respectent quand même un certain référentiel, qui vont quand même faire effectivement des travaux, où du coup il y a une aide là uniquement locale, du coup, avec là aussi des aides collectives et des aides individuelles en fonction des ressources pour les propriétaires occupants les plus modestes. Donc pour vous donner un exemple, et c'est ce qu'il y a, et puis bien entendu, on l'a dit, mais ne pas les oublier, parce que c'est vraiment très important, un appui des communes. On a un certain nombre de communes de l'agglomération qui, elles aussi, vient renforcer ces aides pour les propriétaires occupants les plus modestes, les classes moyennes aussi, et qui permettent d'arriver vraiment à des plans de financement qui sont les plus raisonnables possibles. Donc en quelques chiffres simplement sur notre accompagnement à nous, donc sur les 3750 logements accompagnés dans le cadre des financements Murmure 2, c'est-à-dire qui ont eu un accès à des financements, on a 54% de propriétaires occupants. Donc ça, c'est la répartition, on va dire, un peu moyenne, à peu près moitié-moitié entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs. Et on a 43% de ces propriétaires occupants qui sont éligibles au plafond de l'ANA, donc aux ressources modestes et très modestes. Et un peu plus si on intègre les classes moyennes. Donc c'est pas neutre, quand même. C'est un taux qui est important. Ça veut dire quand même que c'est un quart des copropriétaires, donc leur financement est important et leur décision est importante dans le reste, mais ça montre aussi que 3/4 ne sont pas éligibles à ces aides-là, d'où l'importance quand même des aides collectives qui vont permettre d'emmener une décision importante. Donc nous, on accompagne les ménages, donc on l'a dit, je vais passer très très vite puisque je vois que le temps défile. On accompagne les ménages, on accompagne la copropriété et les copropriétaires. Voilà, on fait vraiment ce double accompagnement-là via de l'information collective, de l'appui au syndic, au conseil syndical, mais aussi dans de l'information individuelle, au cas par cas. Chaque situation est différente et on va chercher et mobiliser tous les financements qui peuvent exister. Et puis important aussi, on accompagne sur le financement du reste à charge. Parce qu'on parle beaucoup des subventions, mais il y a un reste à charge et il faut trouver aussi une solution pour financer ce reste à charge. Donc on va aussi accompagner les ménages pour des solutions de prêt, des solutions via aussi d'autres moyens de financement pour les ménages les plus précaires. Et puis je reviendrai en synthèse, mais les avances de subventions sont vraiment un enjeu aujourd'hui essentiel. On va le voir, on va peut-être mettre l'exemple, ce sera plus parlant. Ça, c'était pour information, pour vous mettre pour qu'on ait une idée de ce que ça donne. C'est important à regarder parce que quand on voit pour une personne seule le revenu fiscal de référence qu'il faut avoir effectivement pour rentrer par exemple dans des revenus très modestes, on parle de 15 262 € pour une personne seule. Et on va le voir après sur un coût de travaux où on est à une quote-part pas loin de 20 000 €. Donc plus qu'une année de revenus. Donc si on n'a pas de financement, clairement, on est bien d'accord que ces ménages-là ne pourront pas effectivement rentrer dans ce type de rénovation. Voilà, donc pour vous donner un exemple, c'est toujours ce qui parle le plus, voilà un petit peu une moyenne sur les copropriétés Murmure 2, de ce que ça peut donner. Donc on a une quote-part aux alentours de 20 000 €. C'est à peu près ce qu'on relève pour faire 35% de gains sur une copropriété. Donc c'est à peu près ce qu'il faut faire pour rénover l'enveloppe. On a des aides globales, on va dire à peu près de 4 700 €, qui permet d'avoir un reste à charge aux alentours des 15 000 € pour un propriétaire hors plafond ou pour un propriétaire bailleur. Pour les propriétaires bailleurs, attention, on ne le rentre pas ici, mais il y a la défiscalisation qui n'est pas oubliée et qui n'est pas négligeable, puisqu'un propriétaire bailleur peut déclarer et déduire ses travaux de ses revenus fonciers. Donc, ce qui lui permet de faire du déficit foncier potentiellement et donc d'avoir aussi un avantage qui n'est pas calculé ici. Ensuite, on a les restes à charge moyens par classe, donc la classe moyenne, les propriétaires occupants modestes et les propriétaires occupants très modestes. Donc là viennent s'ajouter les aides de l'État et de la métropole et des communes. Donc on voit quand même qu'on part de 20 000 € et on arrive pour des très modestes à un reste à charge 6 000 €. Donc c'est quand même des aides conséquentes. Mais on reste quand même sur un reste à charge élevé, qui représente presque la moitié effectivement d'une année de ressources. Donc effectivement, on reste quand même sur des restes à charge qui sont relativement importants, qui restent aujourd'hui accessibles. On arrive quand même à accompagner ces ménages. Ça ne tient pas en compte, ces restes à charge, les éventuelles autres aides qu'on peut aller mobiliser. On va après chercher des fonds pour les personnes vraiment en difficulté via les CCAS, via la Fondation Abbé Pierre, via les caisses de retraite. Voilà, on va chercher et mobiliser tous les fonds qui peuvent être sollicités. Aujourd'hui, effectivement, ce qui est important de comparer aussi, parce que souvent on dit « oulala, c'est très élevé, etc. » Ces copropriétés qui s'inscrivent dans Murmure, elles ont des besoins de travaux. Souvent, elles ont un besoin de ravalement. Un ravalement de façade simple, sans isolation, c'est 10 000 €.
Donc, et il n'y a pas d'aide, et il n'y a pas de financement, et il n'y a pas d'accompagnement. Donc souvent, on dit oui, on met en difficulté les ménages modestes et très modestes. Pas forcément, dans le sens où c'est des copropriétés qui, de toute manière, ont eu besoin de faire des travaux, qui potentiellement, si elles votent un ravalement simple, c'est 10 000 € que ça va coûter à tout le monde, y compris les ménages les plus précaires. Donc du coup, le fait de rentrer dans ce dispositif-là, ça leur permet de faire des meilleurs travaux, d'avoir un vrai gain, et au final, ça va leur coûter moins cher. Voilà, donc ça c'est quand même, je pense, effectivement important. Juste une question pour clarifier. Quand on passe de 19 900 € à 6 000 € de reste à charge pour les très modestes, quelle est la part des aides de l'État et des aides de la métropole? Et ben en gros, les aides de l'État, on va être sur le... Alors, c'est un peu compliqué parce que là, c'est simulé sur les aides Murmure 2, où il y avait une aide de la métropole au niveau collectif et des aides individuelles de l'État. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important à prendre en compte, c'est ce qu'on a présenté avant, on a inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État vient donner de manière collective, par contre, donne beaucoup moins de manière individuelle. Donc il y a un vrai positionnement qui a complètement changé, donc que la métro a mis en place, puisque du coup elle s'est adaptée. Donc au lieu de venir donner une aide collective, puisque l'État maintenant le fait via MaPrimeRénov' CoPro, elle est venue donner une aide individuelle. Donc la part effectivement de financement pour les ménages modestes et très modestes est beaucoup plus important aujourd'hui de par la métropole et les communes que par l'État. Ce qui était l'inverse avant. Aujourd'hui, ça s'est transformé. Donc l'État va aider plus au collectif, plus la copropriété, et moins effectivement les ménages modestes et très modestes. Et c'est du coup les collectivités locales qui doivent prendre le relais. Ce qui est assez dramatique, puisqu'en fait, si les collectivités locales ne le font pas, ça veut dire que ces ménages modestes et très modestes là, dans les copropriétés, c'est 15 000 € le reste à charge. On enlève les 750 ou les 1 500 € qu'on a dit pour les primes, et c'est tout. Voilà. Donc on voit qu'on va avoir des restes à charge qui ne seront pas supportables pour ces ménages-là. Du coup, pour les avances de subventions, bon, ça, sur le financement, ce qui est important, donc je l'ai dit, c'est sur le financement du reste à charge, puisqu'il faut quand même aussi trouver ce financement-là. On appelle beaucoup au prêt collectif, notamment le prêt coprocent, mais il y a d'autres solutions, Domofinance, etc. Aujourd'hui, on va avoir des soucis quand même, c'est que ces prêts, ils ont doublé. On est passé de 2,25 à 4,5% sur ces prêts-là. Donc ça va commencer à nous poser un petit peu souci puisqu'on se servait beaucoup de ces prêts qui sont assez facilitants pour aider les propriétaires à financer ces restes à charge et à financer aussi les avances de subventions. Donc on l'a dit et je pense qu'on y reviendra, mais il y a des solutions qui ont été trouvées grâce à Procivis notamment pour venir préfinancer les subventions. En fait, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que la métropole a mis en place un système d'avance. C'est pas le cas de l'État. Donc sur l'aide MaPrimeRénov' copropriété, il n'y a pas d'avance. Donc il faut avancer cette subvention qui est soit en cours de travaux, on peut faire des acomptes, soit versée à la fin des travaux. Or, on le sait, en copropriété, le syndic, il appelle les fonds avant le démarrage des travaux. Donc il est censé avoir appelé la totalité des fonds en amont. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'avance de subvention, les gens doivent en faire l'avance. Donc quand on dit aux gens, voilà, vous avez 20 000 € de quote-part, mais à la fin, il vous restera 6 000 €, mais par contre, il faut emprunter 10 ou 12 000 parce que les subventions arriveront qu'à la fin, et en fait, c'est problématique parce que finalement, on perd le bénéfice des subventions qui va passer dans un taux d'intérêt et qui va finalement revenir aux banques. Ce qui est, voilà, c'est un petit peu, on tourne un petit peu comme ça. Donc on a des gens qui ont du financement et où on arrive à trouver via la famille ou via des choses comme ça, mais on a quand même beaucoup recours aux prêts, et ce qui est un petit peu malheureux quand c'est pour financer en tout cas des subventions. Au niveau des subventions complémentaires, je l'ai dit, on va chercher les caisses de retraite quand même dans plus de 20% des cas, donc c'est pas négligeable non plus. Alors c'est lié au fait qu'on a beaucoup de propriétaires âgés dans les copropriétés et qui sont souvent effectivement assez représentatifs de nos propriétaires éligibles. C'est effectivement une population assez âgée, donc on utilise beaucoup effectivement les caisses de retraite pour aller financer ces travaux en plus. Et puis un petit peu des marqueurs de difficultés sociales, on va également, je l'ai dit, chercher via les fonds de la Fondation Abbé Pierre. On accompagne aussi au dossier de surendettement. On a des conseillers en économie sociale et familiale qui vont accompagner ces ménages les plus fragiles sur de l'accès et de la demande aux droits qu'ils n'ont pas forcément fait, sur tout cet accompagnement-là. Oui. En synthèse, non, j'enchaîne. Non, Du coup, voilà, donc pour conclure un petit peu sur ce dispositif, je pense qu'on a dit pas mal de choses, mais on a une très forte hausse des demandes, et ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise en compte effectivement des besoins de rénovation et une vraie demande des copropriétés pour aller vers ces travaux-là. Je pense que la loi effectivement climat et résilience va aider. Aujourd'hui, les propriétaires bailleurs, on le voit, nous on voit un changement. C'est eux qui aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène pour dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire du coup sur ma copropriété, pour qu'elle sorte de ces passoires-là. Donc ça va quand même aider, mais ça veut dire aussi que ça va emmener des décisions
Hein, on est sur une majorité, donc ça veut dire que c'est important effectivement d'aider les ménages les plus précaires qui vont se retrouver embarqués dans ces programmes de travaux-là avec des coûts qui vont ne faire qu'augmenter. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui on est à 20 000. J'ai peur que si on revient vous faire la même présentation dans 3-4 ans, on sera plutôt à 25, voire à 30. Donc voilà, on ne va pas aller vers une baisse, d'où l'importance effectivement de ces subventions et des politiques locales notamment. Ça concerne effectivement tout le monde, hein, je l'ai redit, mais l'aide collective, elle reste quand même importante. On a des ménages qui sont juste au-dessus des plafonds et qui pour autant n'ont pas forcément non plus de gros revenus, donc cette aide collective et cet accompagnement reste important. Effectivement, et puis l'avance de subventions, hein, je réouvre là-dessus, mais vraiment, aujourd'hui, d'avoir des subventions, c'est très très bien, mais de pouvoir les avancer sur les copropriétés, c'est vraiment important, où le financement est très différent d'une maison individuelle, où on paye l'entreprise une fois qu'elle a fait les travaux. C'est pas le cas en copropriété. On paye et après on fait les travaux. Donc l'importance des avances de subventions est vraiment un débat essentiel. Et juste une question, là, on est sur le 20 000 euros de coût moyen de travaux par logement. J'imagine que soit parce que parfois, c'est une moyenne, mais est-ce que parfois on veut aller au-delà de 35% d'économie d'énergie, parfois c'est possible, ou parfois il peut y avoir, j'imagine, des immeubles techniquement qui sont plus chers à rénover. Si on n'est pas sur 20 000, mais sur peut-être, je sais pas, 30 000, 35 000, est-ce que là, la conjugaison des aides nationales et locales permettent d'avoir un reste à charge qui soit à peu près correct? Alors on a des seuils d'alerte, hein. Je laisserai David confirmer, mais on a des comités techniques qui permettent d'analyser à la fois le côté technique, de s'assurer qu'effectivement le référentiel est respecté et qu'il y a le gain est suffisant, mais on a aussi des comités techniques financiers, c'est-à-dire où on présente ce genre d'analyse avec les restes à charge et où on a des seuils d'alerte et où parfois on a des copropriétés où le comité technique donne un avis défavorable en disant là on est sur des coûts qui sont beaucoup trop chers, on est sur des restes à charge pour des publics fragiles qui sont beaucoup trop élevés et où du coup on conseille à la copropriété de prendre le temps d'analyser. Alors c'est un petit peu problématique parce qu'aujourd'hui ça demande beaucoup de temps de rentrer dans l'analyse de pourquoi. On parlait des petites copropriétés, mais les petites copropriétés, on a un effet un montage d'échafaudage sur une grosse copropriété ou sur une petite, c'est à peu près le même coût et c'est réparti en 100 logements d'un côté et en 20 de l'autre. Donc forcément, on a cet effet-là qui fait que les petites copropriétés, souvent, c'est très très cher. Donc on essaye d'avoir un travail et la LEC là-dessus a un vrai regard sur comment on peut essayer un petit peu d'aller économiser, d'aller chercher les coûts. Parfois, on leur dit d'attendre et de réfléchir au programme. Mais c'est vrai que c'est un souci parce qu'en fait, il faut quand même qu'on ait ce gain de 35% pour avoir les aides. Et parfois, ça fait des coûts trop élevés. Donc, Petit temps d'échange, Anissa. Non, mais nous avons un temps d'échange intermédiaire. Et donc, il y avait des questions. Là-bas, madame, vous avez le micro. Ouais. Oui, bonjour, Cécile Hérol. Donc, je suis à la direction des missions sociales Procivis Alpes-Dauphiné. Et je voulais compléter les informations que donnait Julie Alerme là, sur nos avances en faveur des copropriétés fragiles et en difficulté. Alors peut-être tout d'abord pour nous resituer dans notre environnement, on fait partie du réseau Procivis. C'est un réseau qui regroupe 46 SACICAP, au niveau national bien sûr. Donc SACICAP, ça veut dire quoi? Donc ce sont des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Et on intervient déjà depuis de nombreuses années sur l'accompagnement des politiques locales de l'habitat. Et depuis 2012 et plus récemment, et encore ça se termine, depuis 2018, on a signé avec l'État une convention qui nous engage collectivement sur une activité qu'on appelle les missions sociales. Et donc on mobilise nos ressources qui sont issues des résultats de nos filiales concurrentielles qui interviennent sur la promotion immobilière. Et on travaille sur différentes thématiques. Et notamment pour tout ce qui concerne les copropriétés fragiles et en difficulté, qu'elles soient classées en PIC, en POPAC, en OPA CD ou en OPA RU. Ces interventions, elles prennent la forme d'avance et de subventions, d'avance des subventions publiques ou bien de prêts, et des prêts sur les restes à charge dont parlait Julie tout à l'heure, des propriétaires
occupants modestes et très modestes des plafonds de l'ANA. Et ce sont des avances et des prêts qui sont à 0%, donc sans intérêt et sans frais de gestion. Donc on s'est engagé collectivement pour assurer pendant cette période, donc la dernière qui porte sur 2018-2022, à raison de 350 millions d'euros pour accompagner ces différentes thématiques. Et pour ce qui nous concerne, ça représente 11 millions d'euros sur cette même période, objectif qu'on aura atteint bien sûr à fin 2022. Sur la métropole, pour préciser un petit peu, on a donc accompagné 16 copropriétés, suivant mes tablettes. Donc 4 sur Grenoble, 4 sur Saint-Martin-d'Air, 8 sur Fontaine. Ça représente un peu plus de 1000 logements, où on a engagé également un certain nombre d'avances plus récemment. Donc là, ça a représenté plus de 2 millions d'euros. Et plus récemment, donc, on a engagé des avances sur le préfinancement des études de maîtrise d'œuvre sur le plan de sauvegarde 2 de la Villeneuve. Ça représente 586 logements pour 5 copropriétés sur une avance de 1,3 million. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure Julie, sur le parcours, c'est la première partie de décision de l'Assemblée générale sur les études, pour lesquels finalement on prend le risque de les préfinancer, puisque cela suppose un financement de l'ANA, mais qui intervient dans la mesure où les votes sont votés en Assemblée générale par la suite pour les travaux. On accompagne aussi tout ce qui est désormais la prime rénov sur le dispositif Murmure, là vraiment à destination des propriétaires occupants très modestes. Là, on est sur 19 copropriétés engagées pour 600 logements pour un budget de 500 000 euros. Et puis peut-être aussi préciser que la force de notre réseau, c'est aussi de se fédérer sur des projets d'envergure. Notamment, on a pu, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les projets inter-SACICAP, où de notre côté, on a pu intervenir sur des projets qui sont situés sur des copropriétés de Marseille, de Nîmes ou en Île-de-France. Et on saura également le faire pour la deuxième partie du PDS2 qui arrive avec ses travaux, un peu plus de 8 millions d'euros d'avance à faire sur les travaux, donc des budgets assez colossaux. Et voilà, donc okay. Aussi peut-être dire que cette convention donc, se termine à fin 2022, mais bien sûr elle va être signée à nouveau sur une nouvelle période qui va porter sur 8 ans avec l'État. On s'engage collectivement cette fois-ci sur un décaissé de 500 millions d'euros collectivement. On ne connaît pas la déclinaison pour ce qui nous concerne au niveau local, mais on est sur le même type d'intervention. Alors pour aller au-delà des copros et repréciser, mais ça reste notre priorité, on est également sur tout ce qui est avance du crédit d'impôt sur les PPRT, donc risque technologique. Et puis tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, petite ville de demain, action cœur de ville, sortie de précarité énergétique dans le diffus, là on parle des copros, mais il y a aussi des situations un peu difficiles en diffus. Et voilà. Et peut-être redire aussi qu'aujourd'hui on était exclusivement sur les propriétaires occupants, on vise également les propriétaires bailleurs également aujourd'hui. Eh bien c'est noté. Merci beaucoup pour ces éclairages complémentaires. Il y avait des questions là avant de passer après au volet HLM. Bonjour, Raphaël Bette pour le DAL, pour le droit au logement. J'avais une question sur les présentations que vous avez faites, notamment au sujet du nombre de personnes que vous accompagnez. Vous disiez qu'il y avait 54% de propriétaires occupants. Ce qui m'interroge un peu, c'est de savoir combien il y a de propriétaires bailleurs également que vous accompagnez. Parce que, bon, moi et nous, on va dire au DAL, ça nous surprend toujours un petit peu qu'il y ait de l'argent public qui soit alloué aux propriétaires bailleurs, parce qu'à notre avis, là, il est question quand même plutôt de réguler le marché de l'immobilier et pas forcément seulement inciter les propriétaires bailleurs à faire des travaux. Donc nous, on est plutôt sur une logique quand même de contraindre les propriétaires bailleurs et pas forcément leur filer de l'argent, voilà, surtout de l'argent public. Donc on avait cette première question-là un peu en termes de propriétaires bailleurs. Et également, on sait bien qu'après travaux, généralement, il y a les loyers augmentent. Et du coup, on se demandait s'il y avait un suivi également suite aux travaux qui étaient faits dans les logements sur l'augmentation ou non des loyers.
et à quel niveau? Parce que, encore une fois, la question des loyers est fondamentale quand même quand on parle de protéger les personnes modestes, les foyers modestes, etc. Donc voilà, c'était 2 questions qui nous intéressaient. Merci pour la réponse. Alors, pour répondre, donc effectivement, il y a un accompagnement des propriétaires bailleurs. C'est pas vraiment un accompagnement des propriétaires bailleurs. Il y a un accompagnement de la copropriété dans lequel, effectivement, il y a 46% de propriétaires bailleurs qui sont importants, effectivement, dans le choix. Donc, il y a une aide collective de l'État, là, qui est donnée. Il n'y a pas d'aide complémentaire, en tout cas, localement pour les propriétaires bailleurs. On fait quand même une information et un accompagnement de ces propriétaires, tout de même, sur leur reste à charge également, et une incitation au conventionnement. Puisqu'ils peuvent avoir des avantages fiscaux et des aides complémentaires s'ils s'engagent à conventionner leur logement. Donc il y a quand même cette information-là qui est faite avec une incitation à conventionner. Après, il n'y a pas effectivement de suivi sur les loyers pratiqués après travaux, et ça reste effectivement une aide collective. Je tiens juste à préciser, par expérience, moi je travaille sur Murmure depuis le début, donc depuis 2010, la plupart des copropriétaires bailleurs qu'on rencontre dans les copropriétés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément des gros propriétaires locatifs qui ont des tonnes de logements sous le coude, des marchands de sommeil. On a beaucoup de petits propriétaires bailleurs qui étaient occupants puis qui ont gardé le logement et qui l'ont mis en location et qui n'ont pas forcément non plus des moyens énormes pour payer ces travaux-là non plus. Sur Grenoble, on en a pas mal quand même dans nos copropriétés. En tout cas, dans les copropriétés des années 50-60 qui sont concernées, on a quand même beaucoup de petits propriétaires bailleurs. Jean-Pierre Félix, à toi pour tous, mais je voulais surtout parler de Murmure 2, puisque ma copropriété vient de terminer cette opération. Il y a 2 choses qui m'interpellent. Il y a ce seuil de 35% qui est pénalisant pour toutes les copropriétés qui ont commencé à faire des travaux depuis des années. Et on arrive à passer à côté des aides parce qu'on n'arrive pas à ce seuil de 35%. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, en plus de tous les travaux qui sont pris par Murmure, il y a souvent des travaux annexes, ne serait-ce sans trop rentrer dans le détail, par exemple des balcons ou des garde-corps qui ne sont pas pris en charge et qui représentent quand même des sommes importantes. Et c'est aussi un obstacle à la prise de décision positive pour Murmure 2, puisque dans ces cas-là, ça renforce l'apport personnel. Voilà. Alors, dans la nouvelle mouture de Murmure, les garde-corps sont inclus dans les assiettes subventionnables. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et sur le seuil de 35%, effectivement, j'en ai un peu parlé et je vous rejoins. Là, c'est un modèle qui est imposé par l'État avec un objectif de gain, un objectif de résultat, alors que Murmure, historiquement, a toujours été sur un objectif de moyens. Et donc, nous, on a choisi de garder cet objectif de moyens. Voilà. On dit, voilà, il faut atteindre 35%, mais pas n'importe comment. Donc, on continue et à pas n'importe quel prix non plus. On oblige à faire encore des bouquets de travaux qui sont cohérents, qui sont basés sur les façades. Mais effectivement, ça avait déjà été dit par Julie avant, toutes les copropriétés qui ont été bonnes élèves par le passé, qui ont fait des travaux au fur et à mesure, à l'occasion de rénovation de toitures, de planchers bas, elles ont plus de difficultés à atteindre ce seuil-là. Pour autant, elles peuvent faire des très bonnes rénovations, puisqu'elles font ce qu'il leur reste à faire, quoi. Voilà. Oui, je voulais apporter peut-être la dernière question, on passera au logement social. Un témoignage, puisque en fait ma copropriété est passée par Murmure entre 2018 et 2021. Donc on a réhabilité 57 logements. Vous n'avez pas insisté sur quelque chose qui me paraît très important, c'est la capacité mobilisatrice d'un certain nombre de personnes au sein de la copropriété. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 2 assemblées générales, mais entre-temps, il y a des réunions, il y en a plein. Et en fait, c'est des discussions sans fin avec les copropriétaires qui, en fait, s'inquiètent sur le fait que ça va coûter cher, que finalement, ça ne va pas s'amortir sur 3 ans, mais sur 20 ans, que l'âge moyen, c'est 50 ans ou 60 ans, et que donc, ils seront morts d'ici là, et que finalement, leurs enfants se débrouilleront sans ça. Donc là, il y a un problème, si vous voulez, qui est difficile à régler. Et en fait, ça s'est réglé par, je dirais, l'alliance entre les porteurs du projet, 3-4 personnes, du conseil syndical, le conseil syndical et les aides qui ont été attribuées justement
spéciale aux personnes à faible revenu. Je vais vous donner un exemple. Sur 25 000 euros de travaux me concernant, j'ai en fait eu à charge 18 000 au total, si vous voulez, compte tenu des aides, etc. Ma voisine, dont le mari est peintre, mais il était en fait au chômage et en maladie, ça lui a coûté 3 000 euros. Bon. Et en fait, c'était une ardente défendeuse de la rénovation par rapport à une grande partie des gens qui se disaient mais c'est de l'argent qu'on balance comme ça, mais on ne le récupérera jamais. Bon. Alors, résultat, on a fait un test, une étude l'année dernière, on est à moins 45% de consommation d'énergie actuellement, parce qu'on a fait la totale, quoi. Voilà. Mais c'est très important, la question, je dirais, de communication sociale et de discussion, de négociation interne. Absolument, merci. Est-ce qu'on passe maintenant, si ça vous va, à Didier Monod qui va nous parler de ce sujet-là, mais sur un volet très différent qui est celui des bailleurs sociaux. Oui, ben voilà. Donc avec des modes de décision, des modes de financement très différents, mais un objectif similaire. Donc racontez-nous quels sont les obstacles parfois à faire plus et mieux, et quand même qu'est-ce que vous arrivez à faire en termes de rénovation énergétique de logements sociaux. Merci beaucoup. Allez, je vais essayer sinon de récupérer le temps, en tout cas d'aller vite, mais le sujet le méritait. Juste quelques chiffres d'abord en préambule, j'allais dire pour planter le décor. Le parc HLM, c'est 4 800 000 logements. En Auvergne-Rhône-Alpes, pas tout à fait 600 000, et un peu plus de 75 000 en Isère, avec une occupation très sociale qui ne se dément pas après année. Ce sont des chiffres très très stables sur l'occupation du parc, qui tendent néanmoins à marquer une occupation de plus en plus sociale, hein. Sur l'état du parc, eu égard à la thématique du jour, c'est-à-dire de l'efficacité énergétique, je vous donne quelques chiffres sur le classement de ce qu'on appelle les DPE, hein, les diagnostics de performance énergétique. Vous avez des chiffres qui vous montrent que les F et G au plan local représentent à peine 3%. Mais ces 3%, je vais y revenir, qui nous compliquent beaucoup la vie, parce que forcément, ce sont les plus difficiles à traiter. Au plan national, ces mêmes F et G, c'était indiqué par René Balin là, tout à l'heure, d'ailleurs, dans sa présentation, son introduction, on est à près de 8%, quand le parc privé au niveau national est à pratiquement 19%. Donc on voit que le parc HLM a pris ce virage-là. En complément, je précise tout de suite que sur les DPE, qui semblent une science exacte sur laquelle tout le monde travaille et dont on a l'impression que cette science exacte n'ouvre pas de discussion, en fait, ceux qui les manipulent au quotidien le savent, on est dans une situation très très complexe qui peut faire amener à faire varier ces chiffres dans des proportions très très importantes. Donc on établit, nous, des programmations de travaux avec des sommes assez colossales et des programmations très fines sur des diagnostics qui sont extrêmement mouvants, on va dire. Je rappelle simplement pour ceux qui ne l'ont pas suivi que le DPE est devenu opposable à nos locataires depuis juillet 2021. Que tout de suite on s'est aperçu que le logiciel qui était produit par l'État pour mettre en œuvre ces DPE avait quelques dysfonctionnements, que l'État a mis de longs mois à accepter ce diagnostic, que l'outil a été corrigé au mois de février et qu'on est à peu près ramené à la case départ, puisqu'on vient de l'USH vient de faire quelques études qui montrent que sur un même bien, on a des écarts qui peuvent aller jusqu'à 3 classes. Donc vous voyez que, voilà, entre-temps, pour la petite histoire, l'État a payé quelques dizaines d'euros les diagnostiqueurs qui avaient eu la gentillesse de travailler inefficacement, puisque l'outil ne fonctionnait pas. Voilà, donc je le dis parce que du coup,
présenter quelque chose qui a l'air d'être extrêmement sérieux et mathématique, il faut le regarder avec un peu de recul, faire un peu un pas de côté. Et ces chiffres qui montrent l'excellence du parc, bon, je suis un peu plus prudent, on pourrait avoir un réveil un peu difficile. Vous, Voilà. vous avez dit en préparation, on fonce les yeux fermés dans le brouillard. C'est hyper C'est un rassurant. peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Donc simplement, CF et G, ils sont de 3%. C'est souvent un parc, s'ils sont toujours là, c'est que c'est un parc qui est extrêmement difficile à rénover, de la maison individuelle, avec des développés de façade à l'infini, des coûts d'intervention colossaux, et parfois des solutions techniques qui restent à trouver. Donc voilà, il n'y en a que 3%, mais ils sont très problématiques. Toujours quelques chiffres pour planter le décor. La réhabilitation en Isère, alors ça fluctue forcément d'année en année, puisqu'en plus on est sur des cycles de production, un peu comme dans le neuf. Il y a le temps des études, il y a le temps des travaux, il y a le temps du suivi des travaux. Donc on oscille entre 2 et 3 000 logements rénovés à ramener aux 75 000 que j'évoquais tout à l'heure. Sur ces 75 000, tous ne sont pas rénovés, puisqu'on a quand même beaucoup produit ces 20 dernières années, et cela devrait pas avoir besoin d'une intervention lourde tout de suite. Sur les financements, là encore quelques éléments pour montrer que, ça a été dit, l'État a fait, alors souvent par des plans de relance, hein, ce qui est un peu compliqué, c'est ces mesures de stop and go, où il faut en permanence recaler le logiciel, parce que la vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui et encore moins celle de demain. Il faut faire attention que les opérations sortent dans les délais, parce que sinon on n'est plus dans le cadre des financements qui ont été prévus. C'est un peu la course à l'échalote. En tout état de cause, on est sur un territoire où les EPCI, je pense essentiellement de la métro, même si elle n'est pas tout à fait la seule, mais a pris le taureau par les cornes depuis les aides à la pierre de 2005, la délégation des aides à la pierre. On est sur une collectivité qui s'est saisie de la question et qui nous accompagne avec une forte volonté. On a des financements, donc Banque des territoires, c'est les prêts bien sûr. L'Europe et la région, c'est le FEDER, avec des jeux compliqués que je ne développerai pas ici, mais qui font que l'Europe met beaucoup d'argent, mais que sur le territoire, il y a un peu des filtres et des orientations qui font que ces fonds sont souvent difficiles à mobiliser. Et puis, pour finir, un plan de financement type. Alors, comme tous les plans de financement type, il ne correspond à aucune opération. Mais quand on fait des moyennes, on arrive à peu près à ces ordres de grandeur, qui montre qu'il faut quand même que le bailleur mobilise 12% de la dépense en ce qu'on appelle des fonds propres, c'est-à-dire en mise de fonds, hors subvention et hors prêt. Alors là encore une nuance pour nous, c'est que la différenciation entre les fonds propres et les prêts, elle est affaire de chacun des organismes, parce que plus on met de l'argent cash tout de suite en fonds propres, moins on emprunte. Si on veut lisser la dépense dans le temps, on met moins de fonds propres, mais on aura plus d'emprunts et donc de charges financières derrière. Ce n'est pas forcément un arbitrage qui est significatif, puisqu'il dépend de la stratégie de chacun des bailleurs. Là, c'était juste pour vous montrer combien c'est compliqué. J'ai fait un petit relevé des financements aujourd'hui. Alors il y a des prêts très intéressants, c'est tous des prêts à taux variable dans le logement social, contrairement à ce que certains pensent. On a l'essentiel de notre dette, la très très grosse majorité, un peu plus de 80%, qui est assise sur des taux de la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, qui sont des taux variables, c'est-à-dire assis sur le livret A. Donc vous voyez les fluctuations aujourd'hui du livret A. Vous imaginez les encours de dette qui sont ceux des bailleurs sociaux, donc vous faites un petit calcul rapide et vous voyez que les millions, les dizaines de millions valsent assez facilement sur une augmentation du taux du livret A. Et juste du coup là, cette hausse du taux du livret A sur toute la dette des HLM, c'est ça. Là, ça vous pénalise beaucoup. Est-ce que vous êtes en train de revoir des plans soit de rénovation, soit de construction que vous aviez à cause de ça? Bon, la situation du logement social, ça fait longtemps qu'elle est compliquée, mais là, elle s'est très fortement détériorée, d'abord en 2018, puisqu'il y a eu ce qu'on a appelé la ponction, c'est-à-dire la réduction de loyer solidarité, la RLS pour les initiés,
qui est en gros une baisse d'APL. Alors c'est pas les 5 euros comme je l'entends dire, hein, ça on oublie, c'est rien, c'était un écran de fumée, mais c'est une baisse très très forte, plusieurs dizaines de pourcents pour chacun des locataires qui en bénéficient. Et pour que, bien évidemment, cette baisse d'APL n'implique pas une hausse du reste à charge pour le locataire, on nous a imposé une baisse de loyer égale. Alors, je rappelle que cette baisse d'APL, elle ne concerne que le logement social. Le logement privé n'a pas vu son APL évoluer. Mais sur le logement social, c'est le 1,8 milliard qu'évoquait là aussi René Balin en début de présentation. C'est 1,3 milliard, pardon, j'exagère, peut-être je me projette, j'en ai peur. Mais 1,3 milliard qui est ponctionné sur les ressources des bailleurs pour financer, en fait, qui est une baisse de loyer, pour financer la baisse d'APL. Impact, c'est pas compliqué. La richesse que nous produisons, l'autofinancement que nous produisons chaque année, c'est ce qui génère les fonds propres que nous investissons dans nos opérations. Depuis 2018, c'est 50% qui part en RLS. On regarde nos comptes avant et les comptes après RLS, cet autofinancement a baissé de 50%. Les 50% qui restent, alors ça se joue à quelques pourcentages près, sinon on serait en dessous de la ligne de flottaison, mais les 50% suivants, ils sont en train d'être mangés, alors en année pleine, pas tout à fait sur 2023, mais ce sera le cas en partie sur 2023 et complètement sur 2024, par la hausse du taux du livret A qu'on évoquait à l'instant. Le service de la dette, c'est-à-dire l'annuité d'emprunt, va augmenter et va gommer la dernière moitié qui restait. Donc on va avoir effectivement, pour répondre à votre question, de vrais arbitrages très durs. Bon, ça fait longtemps qu'on fait un certain nombre d'arbitrages, mais où on arrive en jonglant sur un peu moins de production, un peu plus de réhabilitation, et puis des années un peu plus de réhabilitation, un peu moins de production. On arrive à équilibrer les choses et à tenir tout ça de front. Sans oublier le nerf de la guerre qui est l'entretien courant, qui sont des sommes très importantes et dont on sait que si on fait l'impasse sur ces moyens-là, on va le payer au centuple dans les années qui suivent. Donc oui, on est dans des situations, là pour 2023, moi dans l'organisme que je dirige, on s'occupait des budgets hier, ça va être compliqué. Les choix vont être obligatoires, on ne pourra pas faire les deux. Et on est un peu agacé par les effets de manche et de communication qui montrent que d'un côté, il y a des moyens qui sont alloués au logement social et de l'autre côté, il y a des objectifs et on a l'impression que les deux ne se parlent pas. Donc on reste sur des niveaux de production. On nous a demandé de produire 110 000 logements. Les atterrissages, c'est autour de 85 000 cette année. Je ne sais pas si vous voyez l'étendue de la catastrophe, alors qu'on était sur pratiquement 120 000 il y a quelques années. Donc, et puis ça sera encore moins l'année prochaine, je peux en prendre le pari devant vous aujourd'hui. Il n'y a pas de difficulté compte tenu des circonstances. Donc la difficulté, effectivement, qu'on a, c'est des objectifs ambitieux et des moyens qui sont complètement décorrélés de ces objectifs. Je termine pour vous dire, donc, on part d'une situation sur le parc social qui a l'air d'être, et qui est plutôt meilleur que sur le parc dans son ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on a une obligation de résultat, compte tenu des populations qu'on loge. Si ces populations subissent de plein fouet les hausses de l'énergie, on va avoir un problème rapide sur notre modèle économique, c'est que les loyers ne pourront plus être payés. Non seulement les charges, mais les loyers. Donc on est obligé d'avoir des charges d'énergie qu'on ne maîtrise pas, mais qui soient aussi régulées que possible. Et donc depuis une grosse quinzaine d'années au moins, on est extrêmement attentif. On a été volontariste sur de la chaufferie bois, sur d'autres systèmes. On a fait un certain nombre de réalisations expérimentales pour essayer d'autres systèmes de pompage chaleur, etc. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Des systèmes qui sont aujourd'hui tombés un peu plus dans le domaine courant, mais qu'on avait exploré par nécessité pour les populations qu'on loge. Et puis là, un dernier tableau que je voulais vous montrer, c'est une démarche interbailleur que nous conduisons depuis très nombreuses années, une quinzaine d'années, au sein d'Absys, avec à l'époque les deux agences de l'énergie, désormais pour des raisons administratives avec l'une d'elles, c'est la GEDEN. Et nous mettons en monitoring un certain nombre de résidences que nous avons réhabilitées. Alors nous faisons ça souvent dans nos organismes, mais aussi en commun,
poursuivre pendant en général les 2 années qui suivent une réhabilitation. Alors là, vous voyez les premiers barèmes, c'est quand on peut le comparer, c'était le coût de l'énergie avant réhabilitation. Et puis ensuite, on suit sur 2 ans la performance énergétique de la résidence réhabilitée pour s'assurer que les objectifs collent à peu près à ce qui nous était annoncé sur les études. Avec tout un débat que je ne vais pas ouvrir, mais que je précise quand même, qui est quelle correspondance entre des calculs théoriques et la réalité des constats après, et où techniquement, scientifiquement, on a un peu du mal à mailler les deux. Donc on avait lancé ces études à l'époque, au début des années 2010, même fin des années 2000, pour regarder si en fait les résultats concordaient aux études et si, comme on s'est rapidement aperçu qu'ils ne concordaient pas, quel était cet écart. Et puis on l'a fait sur 2 ans parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des ajustements et que souvent la première année elle est assez perturbée, alors en plus ou en moins, vous le voyez sur le diagramme, et que les bons réglages, vraiment, on les obtient au bout de 2 ans. Voilà. Et du coup, ça correspond, ça correspond pas. Pourquoi ? Non, ça correspond pas parce que scientifiquement, visiblement, on a beaucoup de mal à modéliser des situations de chauffage thermique qui sont complexes au sens scientifique du terme. Voilà. Et puis il y a également quelque chose qui rentre en jeu. Ça a été aussi pointé à plusieurs reprises dans la matinée. C'est l'intervention de l'usager là au milieu. Et l'usager, modéliser un usager, on voit vite que ça atteint ses limites, quoi. Les gens ne se laissent pas modéliser facilement. Et sinon, juste une dernière question, est-ce que vous trouvez des entreprises pour mener ces travaux-là ? Oui, les mener bien. Merci de la question du point que j'allais oublier. L'USH a monté d'abord a fait une étude, une espèce de projection, puisqu'on a 2 échéances, 2025-2028, c'est là tout de suite là. On a une grosse échéance à 2034 et puis celle de 2050. On s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, quand on réhabilite, en plus un peu sous la pression, il y a des réhabilitations qui vont nous permettre de passer le seuil de 2034, mais qui ne nous permettront pas tout de suite de passer le seuil de 2050, il faudra y revenir. Quand on modélise tout ça, on s'aperçoit qu'en doublant notre capacité de réhabilitation, c'est pas une mince affaire, en doublant notre capacité de réhabilitation, on tient à peu près l'objectif de 2034, on est incapable de tenir celui de 2050. Pour la petite histoire, mécaniquement, on arrive à 2070, quand même pas rien, on prend 20 ans quand même. Voilà. Ça suppose de doubler notre capacité de production. Ça suppose plusieurs choses. La première chose, j'en ai parlé, les financements. Ça veut dire qu'il faut doubler notre capacité d'intervention. Ce n'est pas nos fonds propres, vous avez compris, qui vont faire l'écart. Ça suppose que le tissu économique suive. Et aujourd'hui, il est totalement défaillant, il faut le dire, à la fois en termes de volume, à la fois en termes de prix, à la fois pour des raisons objectives que l'on mesure, qui sont les approvisionnements, le coût de l'énergie, tout ça. Et aussi, on a des exemples tous les jours de ce que j'appelle des profiteurs de crise, d'entreprises qui, marché signé, refusent d'intervenir si le dernier, j'évoquais je ne sais plus avec qui, c'était sur des garages préfabriqués que j'ai connus la semaine dernière, écoutez, c'est plus 50% où je ne démarre pas le chantier, quoi. Bon, et puis après, quand on redemande toutes les factures et qu'on regarde, on discute de 4 000 €. Sauf que si vous ne discutez pas, en attendant, vous avez le chantier arrêté, etc. Donc on a un tissu économique aujourd'hui qui est à plat. Et les courbes que j'évoquais tout à l'heure, les projections supposent de doubler la production. Alors ils ont une autre difficulté qui renvoie à une difficulté qu'on a chez nous aussi, qui est une difficulté de l'embauche, de l'emploi. Ils ont des difficultés d'approvisionnement, pas à la hauteur de ce qui revient le plus souvent, mais ils en ont, c'est vrai, des problèmes d'énergie, c'est vrai, et ils ont des problèmes d'embauche. Et d'ailleurs, on les comprend tellement qu'on a nous-mêmes, dans nos équipes de suivi, les mêmes. Aujourd'hui, aller embaucher des techniciens, c'est la croix et la bannière. Alors pas seulement des techniciens, visiblement, même sur le personnel administratif classique, ça devient de plus en plus compliqué.
Donc tout ça pour dire que ces projections de moyen et long terme, elles sont particulièrement inquiétantes et elles nécessitent qu'il y ait un véritable électrochoc, ce qui me semble pas. Alors sur les enjeux, je crois que c'est le côté positif, vous le disiez tout à l'heure, de la crise. Il faut faire de cette contrainte un formidable levier. Je crois qu'on le voit, on a été particulièrement vigilant sur les températures de consigne. On a plutôt moins de réclamations que les autres années. Bon, les gens ont compris, voilà, on en a, c'est compliqué, mais moins que les autres années. Je pense que la nécessité de ce changement, elle commence à percoler. Mais par contre, il faut qu'on arrive effectivement à aller un peu plus loin, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps d'une question ou deux, Anissa, ou si... Allez, une question ou deux. Une question ou une. Ah, peut-être une question sur la hausse des loyers dans le parc social après les rénovations énergétiques. Ben voilà, ça c'est fait. Voilà. On ne sait pas y échapper. Désolé, le DAL, vous êtes trop prévisible. Ouais. Pas si prévisible parce que là ma question elle porte sur la 3e ligne de quittance. Oui. Et c'est évidemment un des accords qu'on a avec les bailleurs sociaux. Donc j'ai vu qu'elle est apparue dans le slide et vous en avez pas fait mention. Non. Pour nous la 3e ligne de quittance, donc c'est une augmentation de loyer. 3e ligne de quittance, pour ceux qui connaissent pas, on a le loyer, on a les charges et on a cette fameuse 3e ligne qui arrive quand le bailleur décide de réhabiliter, de rénover. Nous, c'est une pratique qui nous semble être quand même une énorme arnaque aux locataires et notamment avec le tableau que vous présentez là. Alors pourquoi ? Parce que le bailleur dit aux locataires alors vous allez faire des économies d'énergie, vous allez en faire un certain nombre, donc des économies d'énergie qui sont théoriques, comme présenté sur ce tableau. Et par rapport à ça, on va vous demander de contribuer financièrement à cette rénovation, donc sur un temps assez long, je crois 10 ans ou 15 ans. Et donc, on va vous demander de contribuer à cette rénovation. Sauf qu'à la fin, la réalité des économies d'énergie réalisées, c'est bien en deçà des économies d'énergie théoriques, projetées. Et donc, en fait, le locataire, à la fin, et donc ça, c'est par exemple les résultats qui nous ont été présentés l'année dernière par la SDH, qui est le plus gros bailleur de l'Isère, à la fin, le locataire ne fait aucune économie. 0. Ou alors 1 euro, 2 euros. La SDH nous présentait ça comme un succès. Franchement, nous, on trouve que c'est particulièrement injuste parce que déjà, les locataires payent dans leur loyer déjà une ligne pour les gros travaux, donc pour que leur logement soit rénové au bout d'un certain temps. 2, les locataires, généralement, alors pas tous évidemment, mais dans certains cas, ils vivent dans des immeubles qui ont déjà été amortis par le bailleur, donc c'est-à-dire que le bailleur ne fait que empocher les loyers, alors certes avec des obligations d'entretien, comme vous l'avez dit, et de rénovation par la suite. Et c'est en plus de ça une mesure injuste parce que on va demander à des locataires qui parfois vivent, parce qu'il y en a quand même dans le parc social, qui vivent dans des passoires thermiques ou qui vivent avec un chauffage électrique individuel, de contribuer à se sortir de cette passoire thermique. Franchement, on marche un peu sur la tête. Nous, ce qui nous a scandalisé, c'est quand même quand la SDH, je cite que parce que c'est eux qui ont présenté des résultats, quand la SDH a dit qu'ils allaient systématiser la 3e ligne de quittance, c'est-à-dire la faire sur toutes les opérations, c'est-à-dire faire payer tous les locataires de leur parc pour faire des économies d'énergie. Moi, je pense que c'est un sujet qui est typiquement dans le thème d'aujourd'hui quand même, et que cette question de la 3e ligne de quittance, elle doit être réellement abordée. Nous, évidemment, on est pour son abrogation. C'est une loi nationale, mais on demande au moins à ce que les bailleurs ne l'appliquent pas. Il va falloir trouver d'autres sources, je suis d'accord, mais en tout cas, pour nous, ce ne sont pas aux locataires de payer ça, et surtout que chaque année, évidemment, les locataires du parc social, et là ça va tomber le mois prochain, ils subissent des augmentations de loyer de 1%, 1,5%, etc. Et donc voilà, on est encore évidemment sur la question de la paupérisation des locataires. Je préfère le terme locataire au terme population, parce que quand on parle des propriétaires, on parle de leur statut de propriétaire, on peut également parler des locataires en termes de statut de locataire, et que c'est évidemment des personnes qui vont voir leur revenu diminuer. Voilà, c'était une question interpellation. La réponse. Alors, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a la ligne de quittance, mais il y a eu d'autres affirmations au passage sur lesquelles je vais essayer de revenir. Sur la ligne de quittance, vous avez raison sur la mécanique. Moi, dans la pratique, alors je ne connais pas la pratique de tous mes confrères, mais effectivement, si vous mettez au maximum de ce que permet la réglementation sur la ligne de quittance,
D'abord, il y a un bilan qui est fait, hein, donc avec des remboursements éventuels, des ajustements. Donc vous vous trouvez en difficulté parce que vous allez effectivement calculer une participation à ces travaux qui est de quelques euros, hein, une dizaine d'euros à peu près en général, par mois. Vous vous mettez effectivement en difficulté. Donc après, c'est le métier du bailleur que d'ajuster sa ligne de quittance à ce qui se pense être l'économie dont il va pouvoir justifier au moment où il la contrôlera. Moi, cette ligne de quittance, alors dans l'idéal, il vaudrait mieux que le locataire il ait un loyer qui n'augmente pas, qui n'ait pas de charge et qui bénéficie d'un beau logement. On est tous d'accord là-dessus. C'est pas les choix nationaux qui sont faits depuis quelques dizaines d'années, donc qui permettent cette équation-là. Donc moi, je peux le déplorer en tant que bailleur social, mais je le constate et j'ai à le gérer. Donc oui, les loyers ils augmentent, sans doute trop. C'est comme ça. Et oui, la troisième ligne de quittance, c'est un financement qui est important. Je vous ai montré tout à l'heure que ces réhabilitations, elles se faisaient par l'emprunt. Comme la maquette financière du départ, elle est le loyer paye l'emprunt, hein, pour faire court. Heureusement que les emprunts sont arrivés en partie à échéance, parce que sinon on aurait du mal à refinancer nos réhabilitations derrière. Donc, sur cette troisième ligne de quittance, le diable se niche dans les détails, mais c'est pas l'outil en soi qui est, à mon avis, critiquable. Par contre, ce qui nécessite de la prudence et du métier pour le bailleur, c'est d'en fixer le niveau dans le cadre réglementaire, hein, mais d'en fixer le niveau sur ce qui pourra justifier à la sortie. Ça sert à rien de mettre 30 euros de troisième ligne, si à l'arrivée, vous pourrez en justifier que 10. Donc, si le calcul vous en donne 15, il est prudent de vous retenir autour de 7, 8, 9, peut-être 10 si vous êtes optimiste, et de ne pas aller plus loin. Mais c'est un financement important. Et alors aujourd'hui, entre nous, vous m'auriez dit ça il y a 1 an ou 2, le débat, j'aurais été certainement plus prudent dans mes propos, mais aujourd'hui, quand on voit l'envolée des coûts de l'énergie, c'est pas la participation de quelques euros par mois, sans doute excessive selon les modèles économiques politiques qu'on veut retenir, mais c'est pas ces quelques euros par mois, compte tenu du gain d'énergie au prix fort qu'il permet, qui est à mon avis à remettre en cause, quoi. Voilà, sur les loyers, bah oui, les loyers, ils augmentent. Une question là. Oui, bonjour. Pierre-Jean Velluet, département de l'Isère. Je vais me permettre 2 petites précisions. La première précision, c'est que le département est un financeur du logement qui n'apparaît pas dans vos diapos, mais malgré tout, c'est un financeur du logement. Le département a apporté 15 millions d'euros de financement et a financé à hauteur d'à peu près 10% 6 000 logements en rénovation sur les 5-6 dernières années. Comme il envisage de poursuivre, c'est quand même bien de le préciser. La deuxième remarque sur la proportion de logements en étiquette EFG, effectivement, sur le parc locatif social, on peut partager le constat que la situation est mieux que sur le parc privé. On peut nuancer les chiffres. Par contre, je tiens à insister sur l'importante inéquité territoriale. Il y a vraiment une grosse disparité d'un territoire à l'autre et des territoires qui ont des proportions de logements EFG qui sont nettement supérieures à la moyenne nationale. Je parle en particularité des territoires ruraux, spécifiquement des territoires de montagne. Et c'est là aussi l'équité du locataire devant ce service public qu'est le logement social est un point important qui devrait attirer davantage notre vigilance. Merci. Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y. Non, vous passez le micro, pardon. Oui, je croyais que vous avez... Voilà, c'était le bailleur de fonds qui se rappelait au bailleur social. Excusez-moi, effectivement, pour l'oubli, vous avez vu, j'étais en train de vérifier parce que je ne croyais pas à cet oubli. Mais effectivement, je n'ai pas mentionné le conseil départemental, on le corrigera pour le laisser dans les annales. Oui, alors, de toute façon, le financement de tous, il est nécessaire et ça ne rajoute qu'à la complexité d'ailleurs du plan de financement type d'une réhabilitation. Sur les inéquités territoriales, c'est vrai par rapport à l'énergie en tant que telle, l'accès à l'énergie. Alors, c'est en train de se rééquilibrer, semble-t-il. C'est-à-dire que nous, bailleurs sociaux, on avait une certitude, et nos locataires avec nous, c'est que le gaz, c'était bien, l'électricité, c'était mal. Et donc, on a bâti tous nos plans d'entretien à 30, 40, 50 ans, toutes nos projections, toutes nos constructions sur ce dogme-là.
Je développe pas plus, mais on voit que ce dogme, il subit quelques chocs en ce moment. Je suis pas sûr non plus que la sensibilité du moment soit la sensibilité des 30 années qui viennent, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, on est là-dessus. Et il faut prendre des décisions d'orientation. Et on a du parc, enfin, on a plus de parcs électriques sur ces territoires-là, qui étaient défavorisés il y a un an, dont on se disait, mais comment on fait pour changer cette énergie ? On n'a pas de réseau de gaz, qu'est-ce qu'on a beau mettre quelques pompes à chaleur, ça va quand même pas tout faire. On a fait de la chaufferie bois beaucoup, etc. Et ben aujourd'hui, il semblerait que finalement, ces territoires soient moins défavorisés ou devraient être moins défavorisés demain. La difficulté qu'on a, c'est les niveaux de réhabilitation, c'est le volume des opérations. Voilà, donc on a des grosses opérations en zone urbaine où on a des coûts unitaires qui sont maîtrisables, on va dire, en tout cas qui ne sont pas les mêmes quand on va réhabiliter 3 logements qui sont l'ancienne cure avec un local associatif en dessous ou les anciens logements Instit dans une petite commune de montagne. On imagine tout de suite que la performance énergétique ne doit pas être la même et que le coût des travaux en plus ne sera pas du tout le même, d'abord pour l'éloignement et ensuite parce qu'il se répartit sur 3 logements. Quoi. Ouais. Donc oui. Je veux juste réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. On pourrait entendre que avant l'électricité était mal, l'électricité... Ouais, à forcer le trait, en fait, je voudrais pas qu'on conclue en disant l'électricité c'est l'avenir et le gaz c'est pas bon. C'est surtout, je veux pas vraiment qu'on conclue là-dessus, parce que c'est une catastrophe. Il y a dans la convention pour le climat qu'il y a eu localement, il y a une proposition qui est sortie en disant on veut éradiquer les chaudières individuelles gaz. Oui, mais c'est quoi l'alternative ? Quand on est en chauffage individuel dans une copropriété, on a une chaudière gaz, on a des radiateurs électriques. Les pompes à chaleur, les poêles à bois, la géothermie, on n'en parle pas de tout ça, enfin, c'est pas possible. Donc passer de la chaudière individuelle gaz performante, condensation, en disant non, il faut l'éradiquer, on met quoi à la place ? On met des radiateurs électriques. C'est une catastrophe. Donc il faut faire vraiment attention au message. On est dans une société très manichéenne, où on voit soit le mal, le bien, le gaz était bien, l'électricité est mal. Il ne faut surtout pas inverser le propos. Oui, mais je pense que vous aviez compris. D'ailleurs, je disais que je n'étais pas sûr que ce soit la règle des 30 années qui viennent. Quoi. Okay, voilà. Ben voilà, on est toujours dans le brouillard. Donc. On a commencé la table ronde dans le brouillard, on finit dans le brouillard. Tout va bien. Est-ce qu'on s'arrête là du coup ? Il est 12h30 déjà. Je pense qu'on a pris un peu de retard. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à tout le monde.